c'est important de tenir compte de la diversité quand on est prof. Sinon, on va faire des laissés pour compte. Et quand on dit que le prof a un rôle de passeur culturel, il va tenir compte des cultures ambiantes, faire la cartographie des cultures qui sont dans la classe pour pouvoir intervenir le plus efficacement possible auprès des élèves. Donc c'est extrêmement important de ne laisser personne, en tout cas, que tous les élèves se sentent considérés dans ce qu'ils sont. On est au 4e sommet du réseau des formateurs universitaires sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique à l'UQAM. Je suis très heureuse qu'on vous accueille ici à l'UQAM, particulièrement avec les gens de la Faculté des sciences de l'éducation, pour un dossier qui est si critique, puis qu'en même temps qui ne peut pas être travaillé que par une seule université, mais bien l'ensemble des universités avec les différents partenaires, parce que les enjeux déterminants pour la formation des enseignants, des futurs enseignants, je les trouve bien chanceux parce que dans mon temps, on n'avait pas ça. Puis ça, c'est vraiment un progrès spectaculaire qui est possible grâce à cette avancée des recherches, dont la première, je dirais, transposition au niveau du transfert de connaissances se fait par la formation des enseignants. Puis toujours en lien justement avec les différents partenaires dans une perspective de service à la communauté. Parmi les participants aujourd'hui et depuis 4 sommets, en fait, ça réunit non seulement les profs et chargés de cours des universités québécoises qui enseignent sur la diversité dans leurs différents cours disciplinaires, qui enseignent, traitent ou abordent en tout cas les enjeux de diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation, mais ça regroupe aussi des gens des partenaires du ministère de l'Éducation, des gens de la Commission des droits de la personne, il y a aussi des gens des lieux de pratique, des commissions scolaires et il y avait quelques superviseurs de stage, si je me souviens bien, des étudiants de maîtrise et doctorat également qui étaient présents. Donc des praticiens, des décideurs et des chercheurs. Je dirais que l'ensemble des doyens est toujours à l'affût parce que avec le CAFE, d'une révision potentielle du référentiel de compétences en enseignement, puis les travaux que vous faites vont être très très importants pour venir justement enrichir le référentiel des compétences pour les futures générations d'enseignants au Québec. Aujourd'hui, on est revenu sur l'ensemble des objectifs et des suivis du 3e sommet. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est rappeler dans l'ensemble nos objectifs comme formateurs universitaires. Pourquoi on a mis sur pied ces sommets-là et ce réseau-là? En fait, c'est pour réfléchir ensemble sur le bilan qu'on peut faire de la formation, sur 30 ans de formation interculturelle et inclusive des enseignants dans les 12 universités québécoises. Le 4e sommet. Et je ne sais pas si vous réalisez, moi je me rends compte en tout cas à quel point, d'une fois à l'autre, les travaux ont progressé, ont avancé et ont un impact. Il y a du chemin qui a été accompli. En 1900, dans les années 80 par exemple, quand on parlait d'éducation interculturelle, dans bien des milieux, c'était de l'éducation multiculturelle où l'on essayait de définir les caractères de telle communauté, comment devrait-on faire pour enseigner à des élèves de telle ou telle origine. Je pense qu'on n'en est plus là. On a pu voir que ce qui est notamment important, c'est de pouvoir relever les défis éducatifs de la pluralité, de prendre un petit peu d'altitude, de hauteur, pour développer des compétences très larges qui permettent d'intervenir auprès des élèves de toutes origines. Pourquoi on a fait ces sommets-là très rapidement? La première année, notre préoccupation, c'était que depuis 30 ans, il existe des cours sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les différentes universités, mais que j'avais eu de bilan et j'avais eu de portraits et de ce champ en
développement. Donc, on se demandait où on était rendu, le champ de la formation sur la diversité culturelle, religieuse et linguistique au Québec. On s'est beaucoup questionné depuis les 4 sommets dans le réseau sur la nature des compétences, donc les savoirs, savoir-faire et savoir-être que doivent contenir les formations sur la diversité, sur l'introduction d'éléments de compétences ou référentiels, donc est-ce qu'il faut ajouter une 13e compétence ou sur le modèle un peu de l'Université de Montréal sur lequel il travaillait, est-ce qu'on doit infuser des composantes de compétences dans les 12 compétences existantes? On fait des travaux depuis les 3 sommets, notamment un groupe de travail qui a travaillé sur les compétences interculturelles et inclusives dans la formation sur la diversité des enseignants et il y a une présentation, en fait, du rapport de ce groupe de travail-là avec les modèles de compétences et des exemples d'application de différents éléments qu'on appelle des composantes de compétences, comment on peut les mettre en œuvre, comment on peut former les futurs enseignants à ces composantes et éléments de compétences-là dans chacun de nos cours dans les universités. D'abord, les travaux, en fait, se sont penchés sur une définition de qu'est-ce que pourrait être une perspective interculturelle et inclusive en formation à l'enseignement. Donc, c'était à une première étape. Ensuite, une analyse et 12 compétences des référentiels existants. Donc, ce qu'on a appelé le diagnostic, la prise en compte de ces éléments-là dans les référentiels actuels. Ensuite, on s'est attardé à ce qu'on va appeler un modèle intégré, c'est-à-dire, un peu comme le dit Marie tout à l'heure, si on diffuse ces éléments de compétences à l'intérieur du cadre existant. On a ensuite travaillé plutôt sur un modèle spécifique, c'est-à-dire on complète le cadre existant par l'ajout d'une nouvelle compétence 13. Et ensuite, c'est ce qu'on a fait dans les derniers mois, en fait, tenter d'articuler les 2 modèles ensemble. On est arrivé à des consensus dans ce groupe de travail-là, et je pense que c'est pas banal parce que c'est un consensus de profs et chargés de cours qui enseignent sur la diversité culturelle, religieuse et linguistique à travers le Québec, dans différentes disciplines, que ce soit la didactique des langues, la sociologie de l'éducation, les différentes disciplines psychopédagogie. Et c'est pas banal qu'on soit arrivé quand même à construire une sorte de consensus autour de 2 finalités, de certaines composantes, d'une définition de la diversité, d'une définition de la compétence. Il y a 2 comités de travail qui travaillent actuellement, qui vont se consolider, si on veut. Le premier comité de travail va travailler sur un questionnaire pour évaluer chez les finissants des différents programmes dans les 12 universités québécoises, qu'est-ce qu'ils maîtrisent, qu'est-ce qu'ils ont appris sur les enjeux interculturels, la diversité culturelle, religieuse et linguistique, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils maîtrisent au terme de leur formation, selon leur perception, quelle est leur représentation 4 ans plus tard de la diversité et quels sont les besoins aussi des enseignants, est-ce qu'ils ont encore des besoins, est-ce qu'ils sont bien formés ou pas. Donc, les 12 universités québécoises vont passer ce questionnaire-là auprès de l'ensemble des finissants dans leurs cours. Les profs du réseau vont administrer le questionnaire dans l'ensemble des cours auprès de centaines et centaines d'étudiants en formation des maîtres dans les 12 universités. Et le deuxième comité, c'est un comité de travail qui est plus avec la Commission des droits de la personne sur la formation des maîtres, sur les enjeux de droit, de discrimination et de liberté fondamentale. Est-ce que les gens sont bien formés? Est-ce qu'on peut développer un modèle de formation avec la commission et puis travailler ensemble sur un projet qu'on peut présenter l'année prochaine dans le cadre de la rencontre internationale. Et finalement, il y a un troisième comité qui a été proposé, qui est de réfléchir sur les enjeux de la formation sur la diversité selon les régions du Québec et comment les enjeux régionaux peuvent être des défis à relever spécifiques. Et donc, ces 3 comités-là vont se mettre à travailler cette année pour développer des outils ou en tout cas des réflexions et un travail qui pourrait être présenté l'année prochaine. Comme d'habitude, on va travailler en atelier puisqu'on est sous forme de communauté de pratique ici. Le réseau est une communauté de pratique, en fait, pour échanger, voir comment on peut développer aussi la réflexion dans nos universités, dans nos institutions respectives.
Donc, il y avait une série de questions sur lesquelles on s'est penché, comment c'est abordé, comment c'est traité, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque dans nos cours, est-ce qu'il y a un arrimage entre ce qu'on appelle la formation théorique ou fondamentale et la formation pratique. Est-ce que, par exemple, on travaille avec les superviseurs de stage pour qu'eux aussi, après, évaluent ça, ces compétences-là, dans les stages en formation pratique, donc quand ils arrivent dans les milieux de travail, est-ce qu'on observe s'ils prennent en compte la diversité, s'ils travaillent sur le vivre ensemble à l'école, dans leur classe, etc., etc. Donc, tous les éléments de compétences et composantes sur lesquels on a travaillé. Concrètement, ce que on a pu faire l'année passée et cette année, c'est de développer deux politiques particulières. Une qui s'appelle Safe Space Statement. C'est des principes dont on a tous voté au niveau départemental que nous mettons tous sur nos plans de cours avec des principes d'équité, de respect. Au niveau de la didactique, moi j'utilise beaucoup, on l'a beaucoup développé, Réginald peut en témoigner, dans notre programme de recherche depuis 3 ans. On travaille beaucoup avec les pratiques d'art actuelles. Les pratiques artistiques actuelles me semblent devenues fort intéressantes pour traiter à la fois des deux pôles qui sont la transformation sociale et la différenciation. Les enseignants en univers social ont appliqué quelque chose juste qui vont dire je n'ai pas assez de connaissances pour en parler correctement. Ils ont peur de ce qui va revenir de la classe. Il y a un danger, donc on va parler là. Lorsqu'on s'intéresse en fait auprès des élèves de leur histoire familiale, l'enseignant en univers social a quand même un bon bagage sur les déplacements de population, idéalement l'histoire de l'immigration, mais à partir du moment où est-ce qu'il ne l'aborde pas de façon voici l'histoire de l'immigration, mais qui part de l'histoire des élèves qui vont raconter l'immigration de leur famille, c'est là qu'il y a quelque chose dans lequel l'élève peut s'approprier sans nécessairement être pointé comme « toi, l'immigrant, raconte-nous », mais aussi justement en ayant une complétion entre l'expérience de l'élève, mais aussi le savoir que l'enseignant doit évidemment normalement maîtriser. Je me mets dans une position où est-ce que j'attends des réponses des élèves et je vais écouter leur parcours. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à chaque fois qu'ils le font, ils sont tellement agréablement surpris. Ils découvrent leurs élèves. En s'intéressant avec leurs élèves, ils nourrissent à un certain point leurs activités pédagogiques. Et je pense que c'est une voie qui est vraiment à valoriser de leur part. Quels devraient être les arrimages dans les programmes entre les cours disciplinaires et les cours transversaux, entre les cours théoriques et la formation pratique pour favoriser l'acquisition et la maîtrise de la compétence? C'est vraiment vrai pour la compétence qu'on vise. On ne travaille presque jamais sur le après-stage. Parce que le stage, il arrive à la fin, ton crédit il tombe, puis là, tu passes dans l'année d'après. Alors que c'est vraiment là que tout le monde, au niveau du programme, devrait essayer d'ancrer ses enseignements, à mon avis. Un des éléments, justement, du chantier 7 et qui a été peu développé jusqu'à maintenant, c'était de faire connaître les résultats et la diffusion et le rayonnement pour pas que l'argent est rare. C'est plate à dire, mais c'est ça. De telle sorte que des besoins semblables qui seraient dans la région d'à côté, qui puissent avoir accès et en tenant compte de la réalité aussi où on ne peut pas toujours dégager du personnel, que ça soit connu, puis qu'on fasse éventuellement les communautés de pratique à partir des résultats. On est assez ambitieux quand je regarde. On veut changer tout, soutenir les étudiants, premier, deuxième, troisième cycle, dans leur cheminement avec la diversité, dans leur stage, dans leur apprentissage, préparer des futurs enseignants qui ont des sensibilités, qui sont bien équipés.
développé pour travailler effectivement avec des populations diverses, mais aussi... Donc, on a eu un atelier ce matin, un atelier cet après-midi avec une plénière où chaque atelier a pu présenter selon les disciplines ce qui était abordé ou ce qui était défaillant ou manquant. Un autre élément récurrent qui était partagé par tout le monde, c'était quand même cette volonté réellement de développer des compétences et pour ce faire, de réellement s'activer pour essayer de trouver dans les cours un moyen de passer de la théorie à la pratique. Quand on dit ne laissez personne en arrière, voilà du train, c'est fondamental, une question d'équité, fondamentalement. Et il y a plein de questions, et la question de la réussite également, c'est une question d'équité. Donc c'est un concept clé, l'équité. Et je pense qu'il y a un travail de concertation et il y a des gens qui ont proposé l'année prochaine que le sommet invite des superviseurs de stage et des maîtres associés éventuellement, en tout cas surtout les superviseurs de stage. Et il y aurait peut-être lieu, en tout cas dans les suivis qu'on va faire, qui suivent juste après, justement, de penser à cette journée-là avec les superviseurs de stage. Et on a aussi associé le prochain sommet à un événement, la deuxième rencontre du réseau international éducation et diversité où on va pouvoir échanger, comparer nos contextes respectifs avec les Français, les Suisses et les Belges. C'est une bataille de longue haleine. On a réussi déjà quelques bons coups, mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre pour le vivre ensemble, pour la tolérance, et puis pour ce dont on parlait il y a quelques instants, l'équité, pour que le Québec soit une société. On l'annonce déjà dans des textes, mais que ce soit vécu comme tel, une société bien sûr francophone, inclusive et ouverte. Voilà.